cette première photo, je revenais pendant que j'étais en dernière année de CAP, je faisais un stage dans le 18e, dans un mini-lab. Là, on faisait du développement photo et à grande, à grande échelle. Et, euh, et sur le chemin du retour, je marche dans la rue et puis là, je vois assis sur un, comment ça s'appelle, dans un arrêt de bus, donc tout en vert. Je passe à côté et là, je vois tout simplement un clodo qui était là, assis avec une nana, une femme clodo aussi, je sais pas, deux SDF, hommes et femmes, dans ce qu'ils avaient de plus, on peut s'imaginer, voilà, de plus sale, et de plus sur eux, de plus sale dans la société et de plus crasse, quoi. Et là, je vois ce monsieur Clodo qui attrape la bouche de cette dame, de Madame Clodo, et qui l'embrasse, quoi. Il s'embrasse d'un, d'un, d'un bisou sur la bouche, mais tellement fort, tellement prenant que je me suis mis à chercher mon appareil et je me suis rendu compte que je n'avais pas d'appareil sur moi. Et pour prendre cette photo, et du coup cette photo elle est gravée depuis déjà 18 ans dans ma mémoire et voilà. Et je me dis donc, je me suis toujours dit ne plus jamais, ne plus sortir sans appareil photo, quoi. Le truc à la con, tu sors, t'as la photo et tu te dis merde, il n'y a plus. Donc voilà, ça te permet de l'avoir toujours en tête. Photosensible, podcast d'aventures humaines et photographiques. Découvrez ceux qui se cachent derrière l'objectif. Dans cette deuxième partie avec Ben Hardcore, nous avons discuté de son actualité plus récente. Après être passé à Calais, c'est sur les bords de la Méditerranée que Ben va aller documenter la migration de ces populations chassées de chez elles par la guerre et des pouvoirs politiques oppressants et meurtriers, ce qui le mènera d'ailleurs devant le tribunal. Après un nouvel aller-retour en Grèce, c'est à Toulouse qu'il va suivre les combats de militants contre la casse de l'éducation nationale, ce qui lui permettra de rejoindre le studio Hans Lucas et de développer sa visibilité. Mais comme d'habitude, ce sont encore les photographes qui en parlent le mieux, alors je vous laisse découvrir la suite de son histoire. Après Calais, j'ai voulu voir ce qui se passait aussi un peu en amont. Parce que les mineurs isolés que j'avais rencontrés me disaient qu'ils étaient passés par la frontière, l'enclave espagnole qui est au Maroc. Il y en a beaucoup qui passent par Ceuta et eux ils étaient passés par Melilla. Et donc ils me parlaient de 3 rangées de murs de barbelés. J'avais envie d'aller voir aussi comment ça se passait là-bas. Entre-temps, donc j'avais cette volonté de revenir de poursuivre ce travail sur la migration. Entre-temps, j'ai croisé un ami militant à Toulouse du milieu squat qui me dit, je croise à la gare, il me dit je reviens de Vintimille. À l'époque, les médias étaient tous focalisés sur Calais. Ils ne parlaient pas de ce qui se passait encore à Vintimille. Il me dit c'est dingue ce qui se passe là-bas, c'est de la chasse aux migrants dans les gares, dans la gare qu'il y a à Menton, et il faut vraiment aller voir, quoi. Ok, très bien, je vais y aller. Ça c'était pendant l'été, l'été suivant, c'était 2015 je crois, l'été suivant, je me renseigne avant et puis je vois qu'il y a un camp de no border qui se monte à Vintimille et dans la vallée de la Roya, je crois même. Qui est un camp no border en tout cas qui se monte et pour aller soutenir
tout ça. Donc j'y vais, je dis allez, hop, je prends l'adresse, j'y vais. Et première journée, je rencontre un groupe de personnes et on fait une petite balade dans la montagne pour voir un peu le chemin que prennent. Voilà, c'est pour nous contextualiser peut-être un peu l'idée avant d'y aller directement sur le camp. Et là, on reçoit une info des migrants sont là, bloqués à la frontière à Vintimille. Les autres poursuivent leur marche. Moi, je descends, je fonce à la frontière, donc côté Italie. Et là, je les vois tous là, bloqués par la police italienne. Et donc, ce qui s'est passé, c'était très bizarre, c'est que cette police est assez... Déjà, je ne suis pas italien et peut-être que leur passé culturel a fait que, surtout pour la police, a fait qu'ils ont une certaine haine en eux et quand ils ont vu, voilà, ils ont dégagé tout le monde, journalistes, photographes de presse ou quoi, avec la carte, devaient dégager rapidement, à une certaine distance d'ailleurs, sinon je ne sais pas, mais ils avaient intérêt à dégager, tout le monde est parti, à bonne distance gardée. Et moi, je me suis posé sur le côté, sur un petit muret, et puis là, je sais pas pourquoi, un flic m'est tombé dessus et en me disant tu m'as pris en photo, bon, en italien, tu m'as pris en photo, regarde, il appelle ses copains, moi je suis là, mais pas du tout, quoi, je m'en fous, quoi, je suis pas là, parce que j'avais l'appareil en main, et ils regardent tous l'appareil, les photos, rien, pas de photos d'eux, et puis 20, 30 photos plus loin, ah là, c'était une photo de tout le monde, il y avait 4 quarts de CRS, il y avait des migrants, c'est là, paf, prétexte, pris en photo la police pour tout supprimer, pour prise d'identité, supprimer, vérifier mon ordinateur portable, première fois que je le prenais avec moi, vérifier téléphone portable, vérifier 4 cartes mémoire que j'avais, tout supprimer, bon, très bien. Puis de là, j'attends 1 heure de plus et j'attends, ils ont mon passeport. J'attends et puis là, ça faisait plusieurs heures qu'ils étaient là au soleil, les gars, quand même, hein, depuis le matin, et là, il était peut-être 14 heures. Donc les gars, ça commence à s'échauffer. Je vois les migrants qui commencent à sauter sur les rochers pour contourner les flics. Et là, je les vois, tous ceux pourquoi j'étais venu, je les vois, les gars, passer devant moi, quoi. Et j'avais changé de carte mémoire entre temps, je lui ai dit comme ça, prêt à partir, quoi. Et là, je dis, merde, mais je dis, le gars, autre kid, c'est bon, je peux y aller Il me dit, attends. Hop, je vois les gars qui passent, et puis le dernier petit groupe qui passe, je leur demande, je peux y aller Il se renseigne, il dit oui, c'est bon. Je saute de mon muret sur les rochers, paf, je pars en courant sur les rochers à suivre, quoi. Je remonte la frontière, je repasse avec eux en dessous, sous la frontière, quoi, par la mer, et je suis jusque de l'autre côté. Et là, de l'autre côté, c'est les flics français. Et donc commence une course-poursuite, et entre les flics et les migrants, moi je cours sur tout le long, et puis je vois 2 personnes, 2 photographes qui étaient là, arrêtés par une patrouille de police. Et j'entends, vous récupérez les appareils au poste. Hop, je m'arrête, je dis qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Et il me dit, ouais, ils prennent en photo les policiers. Je dis, alors, c'est pas, voilà, qu'est-ce que... Et alors, là, on est en France, je suis avec des policiers français, je sais qu'en France, comment ça se passe. Donc, je lui dis, alors, c'est quoi le problème, quoi, tu la fais pas comme ça. Et il me regarde, il voit que j'ai l'appareil en main, il me fait, vous avez une carte de presse? Je lui dis, non. Là, il essaie de me choper l'appareil. Je me barre en courant. Et le type essaie sur 20 mètres, il essaie de courir à m'attraper. Et je pars en me moquant de lui, et voilà. Et je reprends mon reportage là où j'en étais.
On arrive avec les migrants de l'autre côté, au bout d'une jetée, et puis là, il y a encerclé de policiers. Et puis la patrouille qui arrive, et le flic qui sort de la bagnole en me disant « Je savais dès qu'on se retrouverait ». Interpellation, et j'avais planqué ma carte mémoire quand même, pour être sûr qu'il la trouve pas. Parce que ça, c'est toujours la grande peur de, sous prétexte que t'as pas de carte de presse, allez hop. On supprime tout. Et voilà quoi, c'est passer garde à vue, machin, tout ce qui s'ensuit, tribunal plus tard quoi, mais 48 heures de garde à vue. Voilà. J'ai réussi à récupérer une grande partie des photos qui avaient été faites en Italie. Parce que la technologie est pas mal. Du coup, Vintimille, ça a été très court. Ce reportage a été... ce camp a été vraiment expéditif en une demi-journée. Mais j'en ai réussi à ramener quand même un témoignage de ce qui se passait, quoi. Il n'y avait pas un début, le milieu, le passage, la fin de l'interpellation. C'était... voilà, c'est ce qui se passait, c'est ce qui se passe. Et c'est pour ça que j'ai appelé mon reportage « Le quotidien d'une frontière ». Parce que c'est vraiment... voilà. Ensuite, il y a eu le procès. Là, c'était une vague blague. Parce que on m'a demandé de me présenter une première fois. J'y vais. Je relance mon avocat qui me dit la veille, il me dit très au fait du dossier, qui me dit ah, le dossier a été perdu il y a quelques mois. Ah, très bien. C'est la veille que vous en rendez compte. Donc le procès est reporté. Seconde fois, ah, ce même avocat, il est en train de plaider à Paris. Mais il finit à midi, le procès à 14h, il va prendre l'avion vite fait, il sera peut-être là. Bon, allez, hop, reporté, merci, au revoir. Et là, une avocate était là, elle se propose de me défendre pour la troisième fois, pour mon troisième passage. Au fur et à mesure, le groupe de soutien augmente, quoi, s'amplifie. Parce que la première fois, je suis allé, moi, tout seul, avec ma compagne, et une personne de Nice. Et ensuite, c'était une quinzaine, ensuite une trentaine. Et là, je passe pour le troisième procès, et puis là, on me dit « Ah, en fait, les policiers n'étaient pas au courant. » Ah bah, donc il faut reporter, c'est ça? Oui, c'est ça, il faut reporter. L'avocate est allée vérifier, si, ils ont bien été au courant, informés, ils ont bien reçu, signé le papier qui disait qu'ils étaient au courant. Très bien, donc il va se tenir. Très bien, il se tient, et là, le juge d'emblée me dit « Alors, vous avez été interpellé, on va pas dire j'ai été interpellé. » Le chef d'accusation, à la base, était incitation à la révolte, aide au passage de la frontière et outrage. Bon, on oublie, le juge me dit, on oublie l'aide au passage à la frontière, on oublie l'incitation à la révolte, on garde que l'outrage. Pourquoi? Parce que à la base, dans le procès verbal, l'outrage découlait du fait que j'incitais à la révolte. Bref. Non, on garde que l'outrage. Donc, j'essaye d'expliquer que c'était pas possible, que ce que disent les policiers n'était pas possible, que le procès verbal n'est qu'un copier-coller de ce que l'un a dit pour essayer de se défendre et les autres, ils ont juste changé leur nom. Bref, au final, j'écope de 900 € d'amende. Voilà. On me dit bien que la parole d'un policier vaut 4 témoignages. Il a dévalé la colline, ses pieds faisaient rouler des pierres. Là-haut, entre les 4 murs, la sirène chantait sans joie. Il respirait l'odeur des arbres, de tout son corps, comme une forge. La lumière l'accompagnait et lui faisait danser son ombre. Pourvu qu'il me laisse le temps, il sautait à travers les herbes. Il accueillit 2 feuilles jaunes, gorgées de sève et de soleil. Les canons d'acier bleu crachaient de courtes flammes de feu sec. Pourvu qu'il me laisse le temps, il est arrivé près de l'eau. Il a plongé son visage, il riait de joie, il a bu. Pourvu qu'il me laisse le temps, il s'est relevé pour sauter. Pourvu qu'il me laisse le temps,
Une abeille de cuivre jaune la foudroyait sur l'autre rive. Le sang et l'eau se sont mêlés. Il avait eu le temps de voir, le temps de boire à ce ruisseau, le temps de porter à sa bouche 2 feuilles gorgées de soleil, le temps de rire aux assassins, le temps d'atteindre l'autre rive, le temps de courir vers la femme. Il avait eu le temps de vivre. Boris Vian, L'évadé. Il y a une série de photos que j'ai réalisées. J'en ai réalisé plusieurs séries, toujours en parallèle d'une manifestation ou d'un reportage, mais voilà. Toujours d'autres trucs à droite, à gauche. Il y a une série, quand j'étais à Athènes, j'étais resté la dernière fois, 2014 sur 2015, donc de décembre à janvier. J'étais resté un mois là-bas. Et pour la manifestation du 6 décembre, et j'étais arrivé le 5, je crois. Donc une fois que la manif est passée, j'ai encore un mois devant moi à profiter un peu de tout le reste. Et là, j'ai fait couvert pas mal la ville. Et dans ce quartier, toujours quartier d'Exarchia, derrière la fac, il y avait des toxicomanes qui se shootaient dans la rue, en pleine rue. Et puis je me suis dit, j'aimerais bien un jour, voilà, toujours cette crasse, cette jolie, belle, cet esthétisme de la crasse, j'aimerais bien photographier. Et puis je me dis, mais t'es con, quoi, ils sont là, t'es là, t'as envie de ça, bah vas-y, demande-leur. Je passe, je m'arrête, je pose la question, et ce soit en anglais, qui s'est un peu amélioré quand même. Je connais, je sais pas encore conjuguer les verbes, mais je connais 3 mots de plus. Et je me demande si c'est la possibilité de faire des photos, quoi. Et il me dit oui. Je suis non, quoi. Le gars, il est en train de se shooter en pleine rue, il me dit oui. Ok. Ah, je fais des clichés, photos. Je travaille ça de suite. Et une fois que je montre une personne, une amie photographe, et elle me dit, mais pourquoi tu cadres tes photos en horizontale? Je sais pas, moi, parce que c'est style portrait, c'est dans le... C'est comme ça. Elle me dit, essaye l'horizontale. Je dis, bah d'accord, j'essaye, quoi. Donc le lendemain, j'y repasse. C'était d'autres personnes, deux, trois personnes, en train de se shooter, pareil, je m'arrête, je leur demande, il y a moyen de faire des photos? Et en essayant un peu d'expliquer aussi, pas non plus touriste, quoi, mais en essayant un peu d'expliquer la démarche. Et le gars me dit ouais. Et on discute, on papote, voilà, parce que comme j'ai dit, Athènes, ils sont vraiment bienveillants et vraiment assez ouverts. Et le gars, il voit que je galère à parler, et il reparle, on parle, et puis il me dit qu'il parle espagnol. Ah parfait, là ça ira mieux. Donc on discute un peu en espagnol, et il me dit que lui, il est militant antifasciste, et tout ça, qu'en ce moment, il est toxicomane parce que ça l'a pris, parce que là, c'est la crise, et je le suis pendant 2 heures à peu près, entre le moment où il se shoot, un moment où il va acheter, un moment où, et on papote, il me raconte son histoire, sa vie, comment il en est arrivé là, comment il est... en fait, que c'est juste une conséquence de la crise qui leur a touché de plein fouet, qu'il bossait, et puis un jour il s'est retrouvé sans bosser, et que il est tombé dans la cam qui coûtait moins cher qu'une baguette, et voilà. Et j'ai fait mes photos horizontalement, et c'est vrai que c'était pas mal. Et je suis toujours en contact avec ce type, on a gardé le contact, j'ai envoyé les photos. Il m'a même proposé de passer le nouvel an dans sa famille, et ce qui n'a pas pu se faire, de ma part. Mais je suis encore en contact. Quand j'y suis retourné 4 ans plus tard, j'ai recontacté. Donc voilà, c'est... Et cette série n'est jamais sortie. Je l'ai sortie en imprimé, mais voilà, c'est...
j'ai mis sur mon site, mais arriver à caler cette série de... Voilà, bon, il y a un témoignage, donc, qui est aussi très intéressant, qui parle de pas mal de choses. Voilà. J'ai la couleur de peau des oppresseurs et je vis sous le seuil de pauvreté. Ma classe était appelée ouvrière avant d'être appelée à disparaître. J'ai appris l'histoire des vainqueurs perdus dans un trou de mémoire où le pain se gagne à la sueur du front, le dos brisé et les mains râpeuses. Milan a poussé cette pierre fière d'être de ceux. 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 Juste avant, grande explosion. Juste avant, dernier mensonge. Juste après, dernière trahison. Et la première goutte de sang versé a poussé cette pierre fière d'être de ceux. 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 J'ai la gueule de bois des vaincus, écrasé du poids des coupables, accusés de vivre au crochet de ceux que nous appelons traîtres. J'ai vécu l'histoire des vaincus, perdus dans un trou de mémoire où le pain se gagne à la sueur du front, le dos brisé et les mains râpeuses. Milan a poussé cette pierre fière d'être de ceux. 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 Couleur, peau, oppresseur, vie, seuil de pauvreté, classe appelée ouvrière, appelée à disparaître. Les voyages, ça coûte de l'argent. Les voyages, voilà, c'est bien joli, mais la réalité est que il faut se remettre au travail et donc je me remets à bosser, donc plus le temps de bouger, de parcourir, d'aller à droite à gauche, d'aller à Calais, plus question d'aller à l'enclave espagnole, au Maroc, plus question de tout ça. Allez, on bosse. De là, qu'est-ce que je fais, quoi ?
La photo, ça continue. La photo, je pars sur un autre thème de portrait. Je suis nul en portrait. Je ne maîtrise pas du tout la photo portrait. Mais il y a un truc que je plus ou moins sais faire, c'est pas sais faire, mais que je connais, ce sont des militants. Et je pars sur une série de portraits de militants. De portraits de militants qui ont un certain bagage, un certain vécu, et pour permettre d'avoir un certain retour aussi sur eux-mêmes et sur leurs actions et sur... Donc, voilà, facile, on est à Toulouse. Toulouse, je connais les militants à Toulouse, et donc je pars là-dessus. Ensuite, je suis allé un peu plus loin sur des week-ends à Paris ou au Pays Basque Nord. Et voilà, sauf que c'est un travail qui prend énormément de temps, surtout à retranscrire, à corriger. Et donc voilà, ça c'est en cours, j'en ai fait toute une série. Ensuite, après avoir travaillé, je suis retourné, comme là j'étais dans le Tarn. À ce moment-là, je suis revenu sur Toulouse. Ma compagne était enceinte. Il fallait trouver un bon pied-à-terre. On était à Toulouse. Plus question de trop bouger. Donc j'ai fait des reportages. J'ai pris le reportage dans le sens manif, mais pas que manif. Là, je voulais aller plus loin et donc suivre l'action des profs qui avaient commencé contre la loi Blanquer. Ça, c'était tout récent, quoi. C'était l'année dernière, mi-mai, fin mai. Et donc là, fin mai 2019. Et donc là, je l'ai rencontré, voilà. Au fur et à mesure, je vais aux AG. Je fais, voilà, toujours ce truc qui me tient, c'est d'aller témoigner et d'aller aussi là où on peut pas trop aller. Dans une AG, tu fais pas de photos d'une AG, quoi. Et donc je leur explique, voilà, je leur montre. Ils sont convaincus par mon travail. Certains me connaissaient aussi, mais voilà, les profs, je connais pas spécialement. Mais et je les suis sur des actions à 7h du mat, je les suis sur des actions dans les écoles, je les suis sur... là, je rencontre tout un réseau qui se construit, puisque c'était aussi un peu inné. Et voilà, les mois ont passé... À ce moment-là, quelques temps après, je participe à une lecture de portfolio. Donc c'était dans le cadre du manifesto. Il y avait une lecture de portfolio avec notamment Wilfried Estève, Dans Lucas. Donc j'avais demandé à rencontrer cette lecture. Et j'avais présenté mon travail sur Athènes. Et... parce que je ne sais pas monter un reportage et je voulais savoir un peu la cohérence ou ce qui pouvait aller ou ne pouvait pas aller, comment monter ça, quoi. Et j'ai eu la grande surprise en fait d'avoir été coup de cœur sur ma série de Blocon Blanquer par Wilfried Estève. Donc c'est ce qui a permis aussi de projeter ce travail lors du manifesto et j'étais content pas que ça soit reconnu, mais que ça soit un peu l'aboutissement de ce travail, c'est-à-dire je fais ce travail avec les profs, je prends quelque chose de ce moment, et en même temps il il est mis sur écran géant à la portée en place publique, quoi. Et donc pour ça c'était quelque chose qui était sympa, quoi. Ensuite, au manifesto, je parcours un peu les containers qu'il y a, et là, je fais un truc que je faisais pas trop, c'est-à-dire que je me suis mis à lire un peu le petit descriptif avant de rentrer dans l'expo. Et là, je lis le descriptif, je rentre, je vois l'expo, je fais sacrée expo photo, quoi. Les photos étaient magnifiques, du noir et blanc contrasté comme j'aime. Un sujet assez entre artistique et sujet semi-actualité, mais en tout cas de sociétal, quoi. Et ce qui m'avait marqué,
dans le travail de David Siodos, c'était que ces photos avaient été faites, que toutes les photos présentées avaient été faites à Toulouse. Et là, paf, je me dis waouh, ah ouais. Là, ça m'a remis un peu en question dans le sens où pour moi, faire des photos, c'était se barrer, quoi. C'était pas faire dans la ville que tu connais, que tu as retourné, que elle te fatigue, quoi. Les villes, voilà, c'est aussi un peu du coup chez moi et j'ai pas envie de ça. J'ai envie d'aller voir de l'exotisme, on va dire. Et je me dis ah oui, moi qui suis bloqué en ce moment à Toulouse, je ne peux pas. On peut faire des trucs sympas. Allez. Je regardais un peu autour de moi et puis là j'ai découvert que ouais, qu'au même moment les profs que j'avais suivis étaient en train d'ouvrir une réquisition pour héberger des familles dont les gamins allaient en cours parce que c'est des familles qui étaient à la rue et les gamins allaient en cours la journée et dormaient à la rue la nuit, quoi. Et donc j'ai suivi ça, cet espace. De là ensuite j'ai regardé autour de moi, puis à même pas 500 mètres j'ai vu un camp de Roms qui était là, quoi. Et donc j'y suis allé, je me suis présenté, super accueillant, super ouvert, mais vas-y, très bien. J'y retourne régulièrement pour faire des photos. Je rapporte les photos aussi. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas dit, mais dans ce que je fais, dans les reportages que je fais, soit je renvoie les photos, soit quand je peux, soit avec les Facebook, je renvoie les trucs, soit j'essaie de faire des expos aussi de ces photos. Dans le lieu à Athènes, voilà, j'avais proposé de faire des expos dans la rue, aller sortir ça, imprimer ça en grand, et de la manif pour l'année suivante, et pour qu'il y ait... pendant qu'il y a la manif, il y a ces photos, quoi, d'eux-mêmes, quoi. Et ou de participer. Voilà, certains événements, d'essayer de rendre. Quand je dis événements d'exposition, ouais, il faut que ce soit parlant. Il faut que, je sais pas comment expliquer ça. Il faut qu'il y ait un retour que c'est pas que moi qui vais montrer mon travail. C'est un travail conjoint, un travail commun, et voilà, j'essaye de rapporter quelque chose à ces gens-là aussi. Donc Toulouse, et crise sanitaire Covid approchant, je me suis dit, tiens, vu qu'avec Hans Lucas, maintenant on a aussi une petite carte en tant que photographe de presse, donc un passe-droit aussi à être dehors, et j'ai contacté des associations pour dire voilà, je suis disponible pour couvrir vos actions. À plusieurs, hein. C'est un truc public. Le C10 m'a contacté en me disant voilà, nous on fait il y a il se monte plusieurs actions en ce moment pour soutenir les gens, pour les gens qui sont à la rue, ou les gens qui ont plus de moyens, qui avaient l'aide sociale et qui a complètement été déserté pendant ce confinement. Et donc voilà, ça s'est fait comme ça, petit à petit, de retourner un peu travailler auprès de ces gens, pour mettre en lumière un peu leur travail, pour montrer aussi le travail qui est fourni. Et voilà, c'est le côté, quand je dis photographe militant, c'est aussi tout ça, c'est le côté de mettre mon savoir-faire au service d'une cause. À ce moment-là, c'était celle-là, et pour ceux qui allaient faire des plats, qui ont cuisiné des plats pour les personnes à la rue, ou les soignants, ou et voilà, je continue aujourd'hui avec ce côté militant, et aujourd'hui où je m'engage encore un peu plus, quoi. C'est-à-dire que aujourd'hui un collectif de sans-papiers est en train de se monter à Toulouse. Tu te dis mais incroyable, quoi.
les gars, voilà, on voit ça à Paris, machin, mais là, ils sortent, et donc, comme je travaillais déjà avec RESF, j'avais fait des portraits, des témoignages, et donc là, je leur ai proposé, voilà, est-ce que vous voulez que je mette qu'on travaille ensemble? Est-ce que, voilà, je propose de faire pour vous faire connaître la situation de chacun, faire des portraits. Donc d'un côté, pour moi, c'est quelque chose où ça m'ouvre la porte il faut pas se cacher, quoi, d'être dans un endroit privilégié et de pouvoir montrer un travail privilégié, mais aussi de les accompagner dans les démarches, de les accompagner avec ce que je connais, avec mon peu que je connais aussi. Et voilà, avec RESF, par exemple, je les ai accompagnés, Réseau d'éducation sans frontières. Moi, j'avais un truc en tête, c'est un reportage en montrant un peu tout le parcours, le processus de ces gamins qui vivent à la rue, à l'hôtel, qui vivent en tente. Donc, waouh, génial, je suis dans le truc, je peux faire des photos que peu peuvent faire. Et en même temps, je les accompagnais à la préfecture et déposer des dossiers. Et en même temps, j'en profite pour faire des photos. Et en même temps, tu vois, c'est quelque chose que certaines images ont été utilisées dans des campagnes de soutien aussi pour ces familles, pour montrer dans la situation dans laquelle ils sont. Donc voilà, c'est un travail qui se nourrit l'un et l'autre. Un pauvre homme passait dans le givre et le vent. Je cognai sur ma vitre, il s'arrêta devant ma porte que j'ouvris d'une façon civile. Les ânes revenaient du marché de la ville, portant les paysans accroupis sur leurs bas. C'était le vieux qui vit dans une niche au bas de la montée et rêve, attendant, solitaire, un rayon du ciel triste, un liard de la terre, tendant les mains pour l'homme et les joignant pour Dieu. Je lui criai, « Venez vous réchauffer un peu. Comment vous nommez-vous » Il me dit, « Je me nomme le pauvre. » Je lui pris la main, « Entrez, brave homme. » Et je lui fis donner une jatte de lait. Le vieillard grelottait de froid, il me parlait, et je lui répondais pensif et sans l'entendre. « Vos habits sont mouillés, dis-je, il faut les étendre. » Devant la cheminée, il s'approcha du feu. Son manteau tout mangé des verres et jadis bleus, étalé largement sur la chaude fournaise, piqué de 1000 trous par la lueur des braises, couvrait l'âtre et semblait un ciel noir étoilé. Et pendant qu'il séchait ce haillon désolé, d'où ruisselait la pluie et l'eau des fondrières, je songeais que cet homme était plein de prières, et je regardais, sourd à ce que nous disions, sa bure où je voyais des constellations. Victor Hugo, Le Mendiant. Texte issu du recueil de poèmes Les Contemplations. Ma pratique de la photo, je la situe pas à un niveau professionnel, ni à un niveau artistique. Je travaille à côté, je travaille à côt. Je suis veilleur de nuit, donc la nuit, et puis la journée, je peux pratiquer la photo. Il y a ça aussi. Je ne pense pas pouvoir vivre, moi, de la photo. De temps en temps, lors d'une expo, il y a des ventes, très bien, mais c'est pas... c'est pas que ça, quoi. Je ne me vois pas vivre de la photo. Je vois très difficilement après... Donc pour moi, c'est pas un métier. Pour moi, c'est quelque chose que c'est une passion, et... Voilà. C'est vraiment une passion, et... La photo, je la vois d'une certaine façon comme une façon de témoigner de quelque chose. Depuis le début, je veux témoigner de ce qui se passe, témoigner de la société, témoigner de l'évolution. Aujourd'hui, je peux dire l'évolution de la société, parce que ça fait 20 ans, depuis 2000, ça va faire 20 ans depuis 2002, que je photographie la société, les villes, et les gens, et donc les actions, les luttes, et donc c'est quelque chose, des témoignages, que je fais. Mais c'est pas un métier. Je gagne pas ma vie avec ça, et je compte pas gagner ma vie avec ça.
Après, concernant l'avenir de la photo, honnêtement, l'avenir de la photo, c'est comme... on y est en fait, c'est comme l'avenir d'il y a... On pose la question il y a 20 ans, l'avenir de la photo, on y est, elle est noire, quoi. Non, tu regardes, on vend les reportages qui sont dans les magazines, c'est pour vendre des voitures ou des montres de luxe. Donc, sans citer de marque, mais tu prends un Polka, il y a des reportages, et puis juste avant, tu as 10 pages de Chanel, de Dior, donc qui vend quoi en fait? Et pour moi, là, voilà, c'est toujours un rapport avec ce que je pense, et pour moi, la photo, c'est de l'information. Et quand on voit comment l'information est bouffée aujourd'hui, ça n'a aucun intérêt. Quand tu vois que des journalistes vont filmer, on peut même pas imaginer ce que c'est que le travail sur le terrain en Libye, les ventes de personnes, l'impact que ça a dans notre société aujourd'hui en France. Cyril Hanouna a plus d'audience et plus d'impact dans la vie, dans la société des gens que les gens qui sont sur le terrain, que ce qu'on peut dénoncer. Juste pour prendre de ce qu'on voit tous, ce qu'on peut voir tous à la télé, par exemple, Élise Lucet. Je suis fan d'Élise Lucet. Pourquoi ? Parce que dans son émission, c'est pas que elle, mais avec l'équipe, dans son émission, elle te montre quand même pas mal de choses. Elle ouvre certaines... et comment ça se fait que les gens ne soient pas révoltés ? Comment ça se fait que les gens ne descendent pas dans la rue pour aller, pas tout cramer, mais pour aller demander des comptes et demander que ça change. Je parle pas des gilets jaunes, là. Je parle vraiment t'apprends que, rien que pour prendre un exemple, à Bordeaux, t'as les vignes et tout ça, et on te dit à côté des écoles, elles sont complètement sous pesticides. Qu'on trouve des pesticides sur les gens, quoi. Sur les gamins. Comment ça se fait que les gens n'aillent pas péter toutes les bouteilles qu'il y a dans les magasins ? Comment ça se fait qu'on n'aille pas... Enfin voilà, pour moi, l'image, la photo, ça ne... Contrairement à ce que j'ai pu croire au début, ça ne changera pas le monde. Une photo ne contribuera même pas à changer ce système. Et sinon, on ne permettrait pas tout ce qui se passe aujourd'hui. Les gens bouffent de l'image, de l'information, de la, entre guillemets, information sur leur téléphone. Et quand on sait comment c'est fait un téléphone, tu t'en changes pas tous les 3 mois, quoi. Voilà, tu t'es pas là en train de faire défiler des pages d'images et d'infos pour rien. Donc ouais, si la photo c'est Snapchat, écoute, on s'en fout, quoi. Révolté, écorché, Ben Hardcore n'arrêtera pas la photo de sitôt. Si c'est un médium parfait pour lui, pour dénoncer les dérives de nos sociétés occidentales, il sait qu'il n'en fera jamais son métier. Cette passion qu'il met dans sa pratique amateur renforce encore plus le sentiment de révolte que l'on observe dans son travail. Il est peut-être temps de remettre l'humain au centre de nos préoccupations sociétales. En tout cas, c'est ce que s'efforce de faire Ben à travers ses séries photographiques. Si les médias traditionnels, comme la télé ou encore les politiques en général, ont tendance à déshumaniser les problématiques sociales, sa photographie, elle, tend à nous rappeler à tous que derrière chaque visage se cache une personne bien vivante qui mérite sûrement plus de considération et d'empathie. Allez découvrir son travail formidable. Vous pourrez retrouver tous les liens et références de ce podcast dans le texte de description qui l'accompagne. Photosensible, un podcast proposé par Thomas Biarnex avec la voix additionnelle de Frédéric Biarnex et les musiques de Tom Terrien et Heather Gale. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires sur vos applis d'écoute préférés. Ça nous aidera à nous faire connaître et à avancer. On espère continuer de grandir avec vous.